à partager directement. Attendez, je vérifie juste que je suis en train d'enregistrer. Hein? Là, oui. Très bien. Voilà, donc on ne va pas traîner beaucoup plus que ça. Je passe maintenant directement aux objectifs de cette dernier atelier virtuel donc, qui est dédié à la coalition aménagement des villes durables en Afrique. Donc un grand merci à tout le monde qui est arrivé et à nos intervenants qui sont là aussi avec nous. Cet atelier a comme objectif aujourd'hui, on a plusieurs objectifs. Le premier, ce sera de garder l'élan en route vers la SMDC, qui est la semaine de la mobilité durable et du climat, que nous organisons en partenariat avec Codatu et le CETUD, et qui aura lieu mi-septembre 2021. Donc un événement en présentiel, mais aussi en virtuel, qui aura lieu du coup du 13 au 17 septembre 2021. Donc cet atelier d'aujourd'hui va vraiment nous permettre de reprendre contact avec l'ensemble des membres de la coalition et de reparler un peu des objectifs même de la feuille de route sur lesquels nous avons travaillé en interne, mais sur lesquels nous voudrons travailler également avec l'ensemble des membres de la coalition, bien sûr, et en collaboration avec les copilotes, notamment l'AFNO et PFBT, qui j'ai vu qui sont présents là aujourd'hui. Voilà, donc deuxième objectif, donc, ce sera oui, de discuter ensemble de cette feuille de route qui sera présentée par Tania dans un deuxième temps. Et ensuite, une des choses qu'on aime faire et qu'on pense qui a été apprécié pendant ce cycle d'ateliers virtuels, c'est de poursuivre cet partage et cet échange autour des bonnes pratiques du secteur, et notamment aujourd'hui donc du secteur de l'aménagement urbain durable en Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à une personne à une ONG qui porte une société, pardon, qui porte une initiative au Togo qu'on a repérée via notre cartographie de l'action, qui parlera aujourd'hui. Et notre dernier objectif, ce sera donc de garantir un espace très interactif. Donc, comme j'ai dit au début, il ne faut vraiment pas hésiter à écrire dans le chat et à partager vos remarques, suggestions le long de cette session. Donc, comme je vais parler là rapidement de l'événement que nous organisons à Dakar en septembre, je profite aussi pour dire qu'on a un appel à contribution qui est toujours ouvert pour cette semaine de la mobilité durable et du climat. Donc, si vous portez un projet ou une initiative, une bonne pratique, non seulement dans le secteur de l'aménagement urbain, mais que ce soit dans un autre secteur traité par Climate Change, comme l'énergie, l'agriculture, la mobilité, etc. N'hésitez vraiment pas à le soumettre à notre appel à contribution, parce qu'on est vraiment à la recherche de nouvelles initiatives pour valoriser, à la fois dans le cadre de l'événement, mais aussi sur d'autres outils digitaux qu'on a, notamment la cartographie de l'action Climate Change. Donc voilà, Tania, ma collègue, vient de mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à regarder ça tout de suite. Donc, bonjour à tous, en fait, ceux qui sont en train de rejoindre toujours, je vous vois nombreux. Voilà, donc on va démarrer tout de suite par une question que j'aimerais vous poser pour un peu briser la glace, si je peux me permettre. Si vous pouvez juste répondre à cette question tout simplement en écrivant dans le chat, ce serait intéressant de voir vos réponses au fur et à mesure. Mais notre question, en fait, pour démarrer cet atelier, que je vous souhaiterais poser à vous qui êtes là aujourd'hui, mais à l'ensemble des acteurs donc, de la coalition, c'est quelle est votre vision de la ville durable et résiliente africaine pour l'avenir, tout simplement. Donc, quelle est votre vision, comment vous voyez les villes africaines durables, résilientes à l'avenir, que ce soit un mot, une expression, à quoi ça vous fait penser? Ça peut être positif, mais aussi peut-être négatif. Hein. On sera ravis de voir vos réactions dans le chat et on peut regarder ça au fur et à mesure tout à l'heure. Donc maintenant, je vais tout de suite passer la parole à Tania Marta Thomas, ma collègue, qui va ensuite elle va maintenant présenter la feuille de route en question. Voilà, donc je passe la parole à Tania. Thank you, Eva. I'll be switching to English now to present really briefly. Je vais passer à l'anglais maintenant, donc je traduis. Je vais présenter cette feuille de route que nous avons renouvelée pour la coalition. En 2018, elle était
formé à Abidjan. Nous avons fait quelques avancées avec la coalition. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises depuis. Nous proposons donc cette feuille de route qui est ouverte à la consultation. Nous aurons des discussions autour de ces points et nous voulons voir comment nous allons procéder par la suite. Si vous avez suivi nos autres ateliers ou les autres coalitions, vous savez que la feuille de route a toujours la même structure en 3 parties. La première partie, c'est où nous en sommes, c'est-à-dire où en sommes-nous dans le contact actuel, quelles ont été les avancées jusqu'ici. Et dans ce cas, l'avancée la plus importante, c'est l'augmentation de l'urbanisation qui se passe en Afrique plus que partout dans le monde et qui va continuer au cours de ce siècle. Et nous avons également de plus en plus de jeunes dans la population, comme en forme de pyramide. Nous avons d'un côté cela et de l'autre côté d'autres problèmes qui s'intensifient en raison du climat et de l'environnement, notamment au niveau des villes, qui, à cause d'une concentration des activités économiques et de la population dans les villes, des infrastructures insuffisantes. Donc, nous voyons beaucoup de problèmes se soulever, comme par exemple les îles, des dégradations environnementales, la pollution, etc. Il y a également beaucoup d'enjeux au niveau économique et social. Les villes sont vraiment les centres économiques des pays. Il y a beaucoup d'enjeux et c'est vraiment un enjeu pour l'Afrique. Comment planifier les villes dans l'avenir? Comment développer leur résilience pour l'atténuation, par exemple, de sorte que nous puissions vraiment sortir d'un cercle vicieux où des choses se renforcent mutuellement pour passer à un autre cycle, un cycle de résilience, un cycle de bas carbone, de villes bas carbone et de villes durables. Ensuite, la deuxième partie de notre feuille de route, c'est comment souhaitons-nous aller comment souhaitons-nous atteindre ces objectifs. Donc, pour le moment, ce sont donc les différents programmes que nous avons avec des objectifs qui ont été pris dans la feuille de route précédente, qui doivent continuer d'être améliorés pour pouvoir porter du fruit. Donc, les différents objectifs que nous avons sont les suivants: poursuivre et élargir l'éducation environnementale de la population, y compris, c'est-à-dire enseigner sur les questions d'environnement, de changement climatique dans les écoles, mais nous avons besoin en même temps de pouvoir cibler des programmes pour les représentants locaux, pour qu'ils puissent mieux planifier les développements des villes et qu'ils puissent les intégrer dans leur budget, dans leur planning urbain. Nous devons continuer aussi de permettre aux villes d'avoir plus d'autonomie pour pouvoir prendre des actions pertinentes par rapport à ces questions d'énergie, de mobilité, d'environnement, de sécurité alimentaire, etc. Nous avons vu qu'avec la crise du Covid dans le monde, et surtout dans le monde occidental, plus encore qu'en Afrique, mais nous avons vu que ces systèmes ont été affectés par la pandémie qui a montré la fragilité du système. Donc, nous avons l'occasion maintenant de travailler sur cela pour améliorer le système, ce qui m'amène au prochain objectif, c'est-à-dire continuer la formation continue des élus, des citoyens et engager les villes qui pourront contribuer à ce développement de villes durables. Nous voulons également pouvoir améliorer l'accès aux finances au niveau des villes. C'est quelque chose sur lequel nous avons toujours travaillé et qui demande un suivi au niveau des municipalités. Si des programmes sont déjà mis en place, nous devons avoir de meilleurs suivis et une plus grande transparence des résultats
qui ont été accomplis par ces initiatives pour avoir des projets qui soient plus acceptables. Ensuite, la troisième partie de cette feuille de route, c'est comment y aller. Ici, c'est la consultation. C'est là où nous avons besoin de votre participation pour savoir comment, en tant qu'acteur non étatique, comment vous pouvez contribuer au développement des villes durables. Et nous avons 2 actions qui sont listées comme ce que nous faisons déjà, c'est le partage par les lettres de nouvelles, avoir donc également partagé les initiatives par les envois de mails avec les membres de la coalition qui peuvent par cette feuille de route écrire et partager les pratiques, leurs initiatives. Et le deuxième point, c'est donc le mapping des acteurs, des bonnes pratiques qui soient réplicables et des initiatives qui soient réplicables. Vraiment, c'est mettre ensemble nos meilleurs efforts. Voilà en ce qui concerne la feuille de route et je redonne la parole à Eva. Merci beaucoup, Tania. Oui, donc juste pour revenir sur la question que je viens de poser au début, je pense que ça rejoint très bien en fait la deuxième partie de la feuille de route sur notre vision, le où souhaitons-nous aller, qui est toujours affiché à l'écran. Je vais juste lire quelques réponses parce que merci d'avoir répondu à ceux qui ont répondu et n'hésitez pas à continuer à répondre sur votre vision de la ville durable africaine ou la ville résiliente africaine à l'avenir. Donc, on a ici une ville qui s'engage sans concession dans la réduction de la place individuelle, qui prend en compte la dimension socio-culturelle des mobilités. On a une ville fonctionnelle, résiliente, sûre et sobre en carbone. Très intéressant. C'est une ville qui utilise les matériaux locaux pour évoluer. Une ville adaptée à la croissance prévisionnelle de la population urbaine en Afrique et respectueuse de ses ressources, incluant ses minorités. Le jour où tout le monde avait mis la parce que vraiment, je n'ai pas été content enlever le micro, de la façon dont nous avons préparé ça. Merci. Oui, donc on voit qu'il y a beaucoup de retours sur l'idée de cette ville résiliente africaine qui serait à la fois en train de prendre en compte les problématiques sociaux, mais aussi environnementaux et climatiques. Donc, merci beaucoup pour vos retours et on va prendre note aussi pour rajouter même à cette feuille de route qui mérite en fait d'être le reflet de vos pensées et de vos perspectives pour l'avenir. Je voulais juste aussi rajouter un mot sur la troisième partie de cette feuille de route, sur le comment y aller. Voilà, nous, on a deux grands piliers pour ces prochaines étapes qui sont diffusion de l'information et mapping des acteurs, mais on reste vraiment à l'attention auprès de vous en tant qu'acteurs pour opérer aussi des projets très concrets qui pourraient être portés au nom de la coalition, qui pourront être renforcés peut-être aussi au nom de la coalition. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous si ça nous permettrait de mettre plus d'énergie sur des projets qui pourraient être vraiment devenir des projets communs au sein de la coalition. Mais c'est quelque chose qu'on peut en parler un peu plus tard peut-être. Donc, passons maintenant au moment du panel, pour accueillir nos 3 intervenants, qu'on remercie beaucoup d'être là parmi nous aujourd'hui. Donc, les 3 intervenants aujourd'hui que nous avons, c'est Abdoulaye Sylla, qui est expert urbain et qui a notamment travaillé sur le plan climat et énergie territoriale de la ville de Dakar. Pardon. On a aussi Monsieur Bernard Bellinga Jean-Joël ou Bernard Jean-Joël Bellinga, que nous remercions aussi d'être là parmi nous aujourd'hui, de la ville de Yaoundé et qui a beaucoup travaillé aussi avec la COMESESA qui va présenter ces projets très intéressants. Et troisième intervenant que nous avons aujourd'hui, c'est Monsieur Razak Adjei, que nous avons repéré via son projet qui a été publié, c'est la cartographie de l'action de Climate Change, qui est une maison un potager qui va intervenir en troisième. Donc, commençons donc par donner la parole à Monsieur Abdoulaye Sylla. Vous êtes bien là? Oui, je vous vois. Je vais enlever Pardon, je vais enlever le partage d'écran. Ou c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, pardon. Oui, donc on voulait commencer par vous poser une question, notamment sur votre, si vous pouvez parler vraiment au nom de vous en tant qu'expert d'environnement et
en tant que quelqu'un qui a travaillé vraiment sur le plan climat de la ville de Dakar. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous partager les enjeux autour de l'intégration des problématiques climatiques et sociales dans la planification urbaine dans une ville africaine? Donc, ça rejoint un peu la question qu'on a posée au début sur la vision, mais répondre à cette question en termes d'enjeux. Merci. Je vous donne la parole. OK. Merci beaucoup. Vous me recevez bien? Allô? C'est bon. OK. Oui. Donc, je vais commencer par faire un bref état des lieux pour montrer que la ville africaine en général, la ville de Dakar, c'est une ville qui est née sous l'effet d'une crise. Donc, c'est la crise qu'on peut qualifier de crise climatique, la longue période des années de sécheresse que le Sénégal a connu dans les années 70-80. Cette sécheresse-là a précipité un peu le recul du monde agricole, du monde de l'activité de l'agriculture, et des populations ont pratiqué ce qu'on appelle l'exode rural et sont venus à Dakar à cause des activités et des potentialités que la ville donnait. Et à ce moment-là des années 80, il y avait un retrait de l'État, donc de l'État-providence, donc dans les secteurs clés et sociaux que sont l'environnement, la santé, l'éducation. Et devant ce flou-là juridique qui a existé, la ville de Dakar a connu un boom démographique parce que les populations sont venues et ont occupé, comme on le voit bien, l'ancienne ville coloniale se situait au niveau du plateau et le reste de la population a occupé la majeure partie des zones non notificantes. Et depuis la reprise pluviométrique de 2004, donc on a confronté à des phénomènes d'inondation au niveau des quartiers les plus populaires de Dakar. Donc, ce qui nous amène à montrer quelque chose qui est important. Selon l'Agence nationale des statistiques du Sénégal, entre 1998 et aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, la population de Dakar a augmenté à valeur absolue de plus de 700 000 habitants. Donc, comment faire avec cela? Donc, on était dans une dynamique de planification pour régler ce gap-là. Et est intervenue donc la question des changements climatiques avec la recrudescence, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, due en partie avec ce que je viens de dire, parce qu'une augmentation de la population fait référence à une augmentation des besoins en mobilité, et ces besoins en mobilité ont coïncidé avec une certaine décadence d'une société qui se chargeait de cela. Donc, sauf qu'il peut, le temps de la débrouillardise, les populations ont créé ce qu'on appelle un système informel de transport qui perdure jusqu'à présent, malgré les nombreuses tentatives d'éradication de ce système-là. Et aujourd'hui, je travaille également sur le secteur de la santé et les projections nous donnent entre 2021 et 2025, la population de Dakar va augmenter de plus de 152 000 habitants. Donc, c'est cette projection-là qui est alarmante. Et on a travaillé sur la position géographique de Dakar, qui est une presqu'île et qui rend vulnérable un peu les populations autochtones qui vivaient dans des villages traditionnels tout au long du littoral. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, les besoins en mobilité, les besoins en infrastructure, l'État et les collectivités territoriales n'arrivaient pas à trouver des espaces susceptibles de recevoir ces investissements-là et ces équipements-là. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il y a un tronçon qu'on appelle la voie de dégagement nord qui est érigée dans le littoral nord de la partie territoriale de Dakar, mais cela n'a eu lieu qu'en coupant les fils à eau, la bande de fils à eau installée le long de la dune qui protégeait l'avancée de la mer. Donc, aujourd'hui, la ville de Dakar s'est inscrite donc sur une planification stratégique.
Et la seule chose que je peux dire que sur cette planification stratégique du plan climat-énergie territorial, c'est que ce plan-là n'est pas opposable au tiers. On n'en est qu'à l'étape du bon vouloir d'une planification inclusive, donc d'un partage avec les populations, de leur attente par rapport à ce que la ville veut faire en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Mais quelques éléments sont très importants. On s'est rendu compte qu'à Dakar, il y a des secteurs comme l'agence de la météorologie, il y a des données. Il y a des données climatiques, mais ces données ne sont pas agrégées pour servir dans la prévention des risques et catastrophes climatiques. Il y a un autre élément, c'est qu'on est toujours dans la planification fondamentale au niveau de l'urbanisme. Cette planification qui part donc des plans directeurs d'urbanisme, des schémas d'aménagement et autres, n'intègre pas encore de manière confortable les éléments de changement climatique. Et un autre élément, c'est les populations ont relevé la dégradation de leur cadre de vie. Parce que l'espace public est devenu un lieu de compétition. Au lieu de compétition, le peu qui existe, donc c'est là où se trouve, c'est un lieu de convoitise qui amène un certain stress donc, urbain. Et il faut, dans notre plan, nous avons travaillé également avec les populations sur comment aller vers des bâtiments sobres en énergie. Avec la construction bioclimatique, nous sommes en train de construire un centre de gériatrie donc, qui va être construit entièrement en matière, en bâtiment bioclimatique, en fourniture bioclimatique. Et également renforcer au niveau de Dakar le système de transport de masse sur site propre avec du matériel roulant qui se base vraiment sur un matériel à basse consommation des énergies renouvelables. Donc, on en est là aujourd'hui et la valorisation des déchets qui pose énormément de problèmes. Donc, le défi auquel la ville de Dakar, les enjeux et la plupart des villes africaines sont confrontés, c'est de refaire une ville qui est déjà faite. C'est le cas de Yaoundé, c'est le cas de Dakar, de Nouakchott. On a une ville faite. Il faut reprendre cette ville-là dans la perspective des répercussions et de tout ce qu'on doit apprendre de la crise à COVID-19, mais également des futures et potentielles interventions donc, de risques et catastrophes naturelles liées au changement climatique. Voilà quelques éléments que je voulais amener par rapport à la première question que vous m'avez posée. Merci beaucoup, Adlé. En fait, je pense que finalement, vous avez répondu à plusieurs de mes questions en même temps. Et je prends même note ce que vous dites sur les défis. Refaire une ville qui est déjà faite. Oui. Avec cette idée d'apprendre aussi des leçons de la crise sanitaire, mais aussi des catastrophes naturelles qu'une ville, à laquelle une ville doit faire face. Donc, je pense que pour le moment, on va laisser là, on va passer au prochain intervenant et on reviendra avec de nouvelles questions, je pense, après le dernier intervenant, si ça vous va. Mais merci beaucoup pour cette première intervention. Ok, merci. Donc, on va passer maintenant à Jean-Joël, qui est là aujourd'hui. Et il est là et il représente l'ONG OAI Demos, pardon, j'ai du mal à parler, et qui a aussi été très impliqué, surtout dans le processus de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Jean-Joël, je vais tout de suite vous donner la parole en vous demandant justement d'expliquer un peu cette expérience que vous avez avec la COMECSA, donc la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne. Et après, je reviendrai avec mes prochaines questions. Je vous donne la parole. Merci, Eva. C'est OAI Demos, Organisation d'appui en ingénierie, développement et de maîtrise des œuvres sociales. C'est
c'est vraiment une joie de pouvoir partager cette riche expérience avec la Comosa depuis 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ de cette expérience, qui était d'abord sous forme d'appel, où il fallait, vu les ressources de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, de sélectionner un certain nombre de villes pour qu'ils soient des villes pilotes. Et sur les 11 villes pilotes de départ qui ont bénéficié de la subvention, Yaoundé a eu le mérite d'avoir la ville ambassadrice. Et au-delà, nous avions pour mission, la première mission, c'était d'abord que les villes s'engagent, point de vue politique, à partir des conseils municipaux, qu'ils s'engagent à non seulement à prendre des fermes résolutions à lutter contre les changements climatiques, mais aussi à signer la convention dont adhérer à la convention des maires. Ce que nous avons fait au Cameroun, nous avons accompagné à cette époque-là 2 villes. Nous avons accompagné Yaoundé 3 et Yaoundé 4 à adhérer à la convention et qui ont tous bénéficié d'une subvention pour pouvoir élaborer leur plan climat et énergie. Et l'autre défi a été maintenant d'accompagner les villes à avoir cette planification. Comme le disait mon président, intervenant qui est venu avant moi, les villes, les communes sont dotées de plusieurs outils de planification. Il y a en partant des plans communaux de développement, vous avez les plans de sol. Il y a une panoplie de documents de planification, mais il était question que ces documents-là, dans ces documents, on retrouve, il y avait un vide. C'est qu'aucun de ces documents n'abordait d'une manière significative la problématique changement climatique, particulièrement dans les 3 piliers qui étaient les piliers poursuivis par la Convention. La Convention poursuivait 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'adaptation, c'est comment amener les villes à poser des actions qui contribuent à s'adapter, amener les populations à s'adapter aux émissions, aux effets des changements climatiques. L'autre pilier fort, c'était l'atténuation, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier pilier qui était l'accès à l'énergie, qui est un pilier spécifique à la COMOSA, contrairement à la Convention mondiale, vu les besoins en énergie en Afrique. Donc, à partir du moment que nous sommes arrivés sur les 11 villes pilotes, on a commencé à accompagner avec les renforcements des capacités les points, il était question d'identifier les points focaux dans chacune des communes. Maintenant, la particularité de la ville de Yaoundé 4, c'est que dans l'initiative portée par les 2 villes, il y avait une organisation qui accompagnait ces 2 villes-là. Ça a été un peu la phase enrichissante. Nous, on accompagnait ces 2 villes-là dans ce processus, ce qui a fait en sorte que nous avons entamé l'élaboration du plan climat. On avait pour mission de soumettre ce document-là à l'Union européenne pour validation. Et après 2 ans d'élaboration du plan climat, on n'avait pas toujours le guide. Donc, le template était en anglais et il n'était pas finalisé. Donc, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'était que lorsque le plan a été élaboré pour certains, c'est à ce moment-là que le template est arrivé, mais tant bien que mal, on s'est ajusté. Mais maintenant, la COMOSA ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. L'autre travail qu'a fait la COMOSA, c'est de faire en sorte que le travail qui est fait au niveau local des communautés soit aussi vu au niveau de l'État central. Donc, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès des différents pays pilotes pour que la politique au niveau central et la politique au niveau local puissent s'arrimer aux initiatives de la COMOSA du pays. Ça a été l'une des démarches assez enrichissantes à ce niveau-là. Ça nous a permis aussi, nous aussi, de capitaliser, de renforcer les expertises au niveau de la collecte de données qui était un véritable obstacle dans l'élaboration des plans climat-énergie. Ça nous a permis aussi d'aller dans le sens de la mobilisation des ressources qui a eu pour succès dans ce travail-là, d'avoir le tout premier plan climat-énergie validé par le JRC. Ça a été le plan climat-énergie que nous avons élaboré, accompagné pour la ville de Yaoundé 4. Et l'autre approche aussi, ça a été avec la COMOSA de préparer déjà les villes à entrer à la phase 3, qui est accompagné par des acteurs comme la ZZ, Expertise France et un peu partout. Donc, c'est vraiment ça a été cette expertise-là, cette expérience-là de parcours avec la COMOSA assez enrichissante. Nous avons ensuite mis la société civile à contribution parce qu'on a fait un plaidoyer pour que ce ne soit pas qu'une affaire entre
la Convention des maires et les collectivités territoriales, on a vu le besoin qui était qu'il y ait des partenariats, une intercommunalité non seulement, mais des partenariats entre la société civile et les collectivités territoriales, parce qu'il y a des expertises qu'on retrouvait dans la société civile, mais que forcément, les collectivités territoriales n'avaient pas pour qu'il y ait cette synergie. Et c'est comme ça que nous avons mis sur pied une plateforme panafricaine avec les villes pilotes, les organisations. On a formé des organisations dans les 11 villes pilotes pour accompagner cette initiative au niveau des villes. Voilà un peu en gros, pour me résumer, pour la première question, le travail enrichissant qu'a fait la COMOSA et qui continue à être fait par la COMOSA. Nous avons ensuite préparé les villes déjà. Pour celles qui ont déjà les plans climat-énergie, maintenant on les prépare maintenant à la mobilisation des ressources, à la mise en œuvre des projets identifiés. Nous avons commencé par des ateliers déjà sur le secteur d'énergie soleil. On prépare un autre avec les partenaires AZER au Cameroun, Expertise France, peut-être au Bénin, pour maintenant au niveau de l'accès à l'eau potable. Donc on va continuer cet accompagnement au niveau des différents pays, et d'autres pays ont rejoint. L'initiative a déjà plus de 200 membres signataires. Merci. Pour la première question, j'espère que j'ai répondu brièvement. Ah oui, c'était une super réponse. Merci beaucoup. Ça me permet aussi de revenir sur d'autres éléments dont on avait parlé en amont de cet atelier, justement sur votre expérience en travaillant avec d'autres types d'acteurs aussi. Donc, en tant qu'ONG, comment vous êtes pris justement pour commencer tout d'abord ce travail avec les collectivités, mais aussi comment vous travaillez avec d'autres types d'acteurs, que ce soit des secteurs privés ou d'autres associations. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur cela? Oui, justement, ça a été toute une école pour nous, parce que la première chose, une organisation, une ONG comme la nôtre, qui a pour cible, notre cible à nous, c'est rendu compte que dans le cadre de cette initiative, la première chose a été d'abord même de faire asseoir une volonté, que la volonté politique soit manifeste. Ça, c'est indéniable. Rien ne peut se faire sans une véritable volonté politique. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, nous sommes à l'ère de la décentralisation. Et il faut véritablement que cette décentralisation soit effective sur tous les piliers et surtout sur toutes les différentes composantes de la nation. Donc, au Cameroun, en ce qui concerne l'exemple du Cameroun, et je me réjouis de mon frère du Sénégal qui a parlé, parce qu'il y a par exemple une commune comme la commune du Sceau au Sénégal qu'on a accompagnée. Donc, et vous vous rendez compte qu'au niveau local, il faut d'abord une véritable volonté politique du processus de décentralisation. Et quand on dit politique de décentralisation, c'est que le pouvoir qui revient au niveau de l'État local, que ce pouvoir que les populations et les organisations dans une collectivité ne jouent plus que le rôle, un simple rôle comme on dit souvent, on dit de consulter ou peut-être avoir leur avis d'entrée, mais ils doivent désormais jouer un rôle de participation et même participer à la gestion de la collectivité. C'est dans ce cadre-là que nous, on a d'abord commencé par influencer les politiques au niveau national. Pendant la période de mise en œuvre, nous avons, sur le Code général des collectivités territoriales, qu'on a été associés, nous avons fait en sorte que les collectivités les comités d'animation ont été reconnus au niveau des collectivités territoriales. Désormais, chaque commune au Cameroun doit se structurer en comité de développement avec des représentants des populations pour la prise de décision au niveau communal. L'autre facteur qui était important pour nous de jouer au niveau de la politique centrale, c'était aussi au niveau de la participation citoyenne. Il était important pour nous un outil comme le budget participatif que vous avez déjà sans doute entendu parler, pour nous, on a trouvé que c'était un modèle de gestion ou de participation des populations dans la gestion assez efficace pour qu'il soit reconnu, et il a aussi reconnu au niveau de collectivités territoriales au niveau du Cameroun. Ça a manifesté vraiment la volonté politique déjà de l'État central. Maintenant, au niveau local, les questions de changement climatique demeurent et restent encore des questions de luxe en Afrique. Pour l'instant, les gens ont d'autres choses à poursuivre au quotidien. Il fallait que ça entre dans la mentalité des élus locaux et que les élus locaux partagent ça avec leur population dans la phase de communication.
de sensibilisation a été capital avec le niveau des populations. Organisation des forats, des quartiers, organisation des réunions, des réunions d'échange pour que les personnes s'approprient, les populations s'approprient le concept de changement climatique. Et je puisse vous dire aujourd'hui, dans une ville comme Yaoundé, Yaoundé 4, Yaoundé 3, vous ne pouvez pas parler de changement climatique sans que quelqu'un vous dise quoi qu'il soit, parce que ça a été vraiment une communication de masse. Maintenant, au niveau des organisations de la société civile, vu l'expérience que nous avons eue avec la plateforme au niveau panafricain, il était important de structurer aussi les organisations sociétés dans nos pays. Plusieurs organisations font dans l'environnement, mais ce que les gens ne retiennent, ne comprennent pas, ce que faire dans l'environnement, c'est autre chose, mais faire dans la problématique des changements climatiques, ça demande une expertise certaine. Ce n'est pas l'environnement est vaste, mais les changements climatiques, il faut avoir des notions bien précises là-dedans, avoir une certaine expertise pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que les gaz à effet de serre, comment faire l'inventaire des gaz à effet de serre, comment même les traiter, comment rendre cela possible. Donc, il était question de sélectionner un certain nombre d'acteurs de la société civile pour les apporter, pour leur apporter cette connaissance, pour accompagner et appuyer les communes. Ça fait en sorte qu'à l'heure actuelle, le Cameroun est le pays ayant le plus grand nombre d'adhérents, de signataires de la Convention, parce que ce travail, nous l'avons fait pour faire adhérer le maximum de communes au Cameroun à la Convention. Nous sommes aujourd'hui une 50aine de communes membres de la Convention. Ça a été un travail de ça qu'on a fait au niveau local avec les collectivités. Mais on ne s'est pas limité à ça, on s'est dit aussi les institutions scientifiques, les universitaires et tout, il faut les mettre en contribution. Il faut, à l'heure actuelle où les pays sont en train de réviser leur CDN, il était important parce qu'on s'est rendu compte, les méthodes, la méthodologie, les méthodes utilisées dans le cadre de la Convention de mer pour appuyer les villes dans l'élaboration de leur plan climat étaient parfois en déphasage avec les méthodes au niveau national de l'État. Par exemple, les méthodes d'inventaire des gestes, qu'est-ce que l'État considère? Je prends un pays comme le Cameroun, où il n'y a que 2 piliers sur lesquels l'État du Cameroun travaille dans cette problématique en matière de la CDN. C'est adaptation et atténuation. L'accès à l'énergie est noyé dans l'adaptation. Mais maintenant, en dehors de ce volet-là, l'autre volet qu'il fallait comprendre, c'est que le mécanisme de collecte des inventaires de gaz à effet de serre n'était pas le même. Nous avons fait un atelier de vraiment avec l'État central qui nous a conviés pour qu'on ait une harmonisation. Pour que, si nous sommes dans le processus de la décentralisation, il serait normal que nous ayons d'abord des données désagrégées, parce que ça aussi, c'est un challenge. Parce que la collecte de données n'est pas chose facile. Faire en sorte qu'une commune ait son plan climat, c'est d'arriver à des données désagrégées. Et ça, nous avons assez bien fait. Et l'État qui n'a pas de données désagrégées a toujours des données macro en fonction des régions et tout. Il était important qu'ils capitalisent le travail qui a été fait par la COMOSA, de l'accompagnement de la COMOSA avec les villes, les collectivités territoriales pour voir comment faire cette révision-là. Dieu merci. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire et en train de suivre son parcours. Donc, et maintenant, avec les partenaires au développement, les partenaires financiers, parce que l'un des problèmes aussi, ou l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est que lorsque vous avez déjà le plan climat au Cameroun, nous avons 4 villes qui ont déjà leur plan climat-énergie. Sur les 4 villes qui ont leur plan climat-énergie, il est question de le mettre en œuvre. Comment faire la problématique, c'est maintenant la mobilisation. Vous me suivez? Oui, mais j'allais juste te dire que là, il va peut-être falloir conclure sur cette partie. C'est important d'amener les collectivités à multiplier les partenaires techniques et financiers. Donc, en gros, c'est pour résumer, je peux me résumer à cela. Non, mais c'est super. Merci beaucoup pour cette belle panorama. Ça nous a vraiment permis de voir justement les collaborations avec l'ensemble des acteurs, la nécessité de faire cela. Et aussi, vous avez mis l'accent sur la volonté politique et la décentralisation qui est vraiment cruciale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça va vraiment dans le sens aussi des objectifs de notre feuille de route. Donc, merci encore pour votre intervention. Passons donc maintenant au troisième intervenant, Monsieur Razak Adjei, qui est là parmi nous normalement, qui a d'ailleurs commenté sur votre présentation, Jean-Joël, en disant que c'était une expérience très riche, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, Monsieur Adjei, pardon, si vous êtes là, si vous êtes toujours là, oui. Est-ce que vous pouvez nous
nous présenter du coup votre bonne pratique, hein, enfin le projet de la maison un potager, pardon. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur ce projet? Merci beaucoup, Eva. Bonjour tout le monde, et je suis Razak Adjei. Je suis promoteur de l'initiative Une maison un potager au Togo. Et Une maison un potager, c'est un projet qui est né du besoin des populations, des habitants de la ville en termes de besoin de légumes. Et nous nous sommes rendus compte que la population urbaine puise ses ressources en légumes venant du milieu rural. Et on a lancé cette initiative pour permettre aux habitants de la ville de même leur propre consommation. Donc, à la base, l'objectif, c'était vraiment une souveraineté, arriver à une souveraineté alimentaire des habitants de la ville. Mais quand nous avons entamé notre initiative, nous nous sommes rendus compte que l'initiative couvrait plusieurs thématiques, entre autres la protection la préservation de l'environnement, la protection de l'environnement, les changements climatiques. Du coup, on a essayé vraiment d'organiser, pas vraiment des sensibilisations, je ne dirais pas, mais des ateliers de formation pour initier les populations, les habitants des villes, à produire eux-mêmes leurs propres légumes chez eux à la maison, même sans espace en fait. Donc, depuis un bon moment, à la capitale togolaise, il y a bon nombre de ménages qui arrivent à produire leur propre consommation. Et déjà, du côté alimentaire, ils sont souverains désormais. Mais nous nous sommes rendus compte aussi, comme je le disais, que cette initiative permet de lutter un peu contre les changements climatiques parce que, vous savez, en ville, quand on construit une maison et le toit, chez nous, le toit est vide. Et on essaie, avec notre initiative, de permettre aux gens de mettre de la verdure en termes de la verdure consommable sur les toitures des maisons pour les permettre, un tant soit peu, de retenir ces gaz-là, ces vapeurs, ou du moins cette poussière de la ville pour que la maison puisse être un peu agréable. Et avec cela, on a souvent des retours par rapport au fait que, tu sais, quand on a un potager maintenant, la maison est plus agréable à vivre, l'air est plus pur. Du coup, on essaie de développer. Et dans un premier temps, c'est dans la capitale togolaise. Et après, on a essayé un peu à l'intérieur du pays, du Togo, mais la réplique n'a pas vraiment marché. Du coup, on est assez concentré sur la ville. Et comment ça se fait en fait? On organise des ateliers pour les ménages. Les ménages participent aux ateliers. Ils ont un cadeau ou bien ils payent des kits de semences potagères, surtout biologiques et reproductibles, et des outils. Et après, sur la mise en place de leur potager chez eux à la maison, ils ont un accompagnement. Depuis quelques mois, par rapport à la venue du Covid, on travaille sur la numérisation de cet accompagnement-là. Avant, l'accompagnement était physique. Les agents se déplacent vers les maisons, mais avec l'arrivée du Covid, on travaille sur une application qui doit permettre à notre initiative d'accompagner les ménages de peut-être pas tout le monde entier sur cette application. Donc, voilà un peu notre initiative. Merci. Merci beaucoup, Razak, pour cette présentation-là. On pensait justement revenir un peu sur les avantages en fait que votre projet en tant que la création des potagers au sein des villes, les bénéfices que ce genre d'initiative peut avoir face à des crises comme la pandémie de Covid-19 par exemple. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela et peut-être dire un mot sur en quoi justement ça peut être un type d'initiative qui mériterait d'être renforcée par les collectivités locales justement Oui, sur ce côté, avec la venue du Covid, on a essayé de mettre en place des programmes qui doivent permettre à des personnes qui ont des espaces en ville qui ne sont pas utilisés
de céder ces espaces-là au quartier pour que le quartier puisse, ou du moins la communauté puisse produire des légumes sur cet espace-là et en consommer parce que la crise alimentaire, elle est là, elle est réelle. Donc, il ne sert à rien qu'il y ait des espaces vides à côté des maisons et que ces espaces vides ne soient pas utilisés. Du coup, les personnes mettent à disposition de leur espace, les petits espaces-là vides à la population. Et c'est la population, avec notre accompagnement, et met en valeur cet espace et on produit des légumes. Maintenant, aux côtés des collectivités, c'est que avant de mettre en place cette initiative, il a fallu aller voir quelques maires qui ont été d'accord pour que leur commune puisse abriter ces initiatives. J'avoue que les gens ont été assez impressionnés par l'initiative qui existait déjà avant même l'avènement de la décentralisation des collectivités. Et depuis ce temps, on n'a pas assez évolué avec le partenariat avec les maires. C'est en cela que je disais vraiment que l'expérience au niveau du Cameroun est vraiment très riche, qu'on pourra vraiment échanger là-dessus parce qu'on tend vers cela ici au Togo pour que les collectivités aussi puissent vraiment adhérer cette idée, cette vision en fait de potager qui doit aider à lutter contre, ou du moins à contribuer à une diminution des changements climatiques en fait. Super, merci pour ce retour. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Ces ateliers, c'est aussi un peu cette occasion d'échanger sur les blocages aussi qui peuvent exister pour renforcer ou pour avoir peut-être plus de soutien aussi par les villes pour ce genre d'initiative. Donc, merci beaucoup. Merci. Et espérons aussi qu'on va pouvoir poursuivre ce type de discussion en présentiel dans les prochains mois, ou notamment à Dakar lors de notre événement. Voilà, donc vu qu'il est déjà 16h20 et que cette semaine, nous allons terminer à 30, je vais tout de suite passer au moment des questions-réponses. Donc, j'ai déjà vu que nous avons une personne qui a exprimé leur souhait de poser une question à M. Abdoulaye Sylla. Ibrahima, si tu veux prendre directement la parole pour poser ta question. Vraiment, allez-y. Bonjour la famille. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, ça va, merci. En fait, je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis directeur d'école maternelle à Dakar, aux Parcelles Assainies à l'unité 15. Et donc, ça fait presque 2 ans que je suis dans un projet qui s'appelle Technique de reboisement et la protection de l'environnement à la petite enfance. Donc, j'ai entendu M. Sylla par rapport au débat, ce qu'il a dit. Donc, moi, c'est juste une question. Est-ce qu'ils ont pensé à prendre une prise en charge par rapport à l'éducation des enfants, surtout à la maternelle, pour une bonne prise en charge de l'environnement? Je pense que souvent, je le dis parce que ce sont les enfants de demain qui vont devenir les grands. Donc, les enfants d'aujourd'hui plutôt qui vont devenir les grands. Donc, il faut une prise en charge dès le bas âge pour qu'ils puissent au moins essayer de comprendre comment protéger l'environnement, quels sont les trucs positifs par rapport à notre environnement. En grosso modo, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Je vais directement, Eva. Oui, allez-y, Abdoulaye. Ok, merci beaucoup, Ibrahima. Donc, je pense que je vais prendre votre contact et vous envoyer le plan climat de la ville de Dakar pour vous montrer combien l'aspect inclusif a été mis en place. Mais, en toute honnêteté, on n'a pas été jusqu'à votre niveau, c'est-à-dire partir de la petite enfance. Okay. Vraiment, c'est une bonne initiative et comme mon collègue de Yaoundé vient de le dire, donc on est à la phase 3 donc, de la Convention des maires à Dakar et cette phase 3 peut intégrer bel et bien donc, cet élément donc, de renforcement des jeunes, notamment de la petite enfance, donc dans l'activité que vous menez. Merci beaucoup. Okay. Merci, M. Sylla. Ok, on prend contact. Ok. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Okay. Merci. Super. Merci. Et je vois aussi que Razak, il a également demandé s'il pouvait voir le plan climat.
Oui. Je ne sais pas si c'est un document qui peut se partager comme ça. Oui, le document peut se partager quand même. Super, merci Ok, beaucoup, donc Abdoulaye. on va utiliser le canal de Climate Change pour cela. Oui, Ouais, sinon ouais, c'est super. mieux, ouais. Ok. Je ne sais pas, monsieur Silla, excusez-moi, comment faire pour rentrer en contact. Je ne sais pas, vous m'envoyez un email ou c'est à travers Eva, peut-être. Non, non, on est ici, je te donne mon numéro de téléphone directement. Je vous en prie. Merci. Super. Ça fait du bien de retrouver un peu de spontanéité comme ça. Merci à tous. Ok, je vais passer la parole à Souma Abdou. Je vois que vous levez la main. Vous pouvez vous démuter, enfin enlever le mute et prendre la parole directement si vous avez une question. Ok, ok. Oh, on ne vous entend pas. Aïe, aïe, aïe. Asuma. Vous entendez? On ne vous entend pas bien, malheureusement. Peut-être que vous pouvez essayer sans les écouteurs. Je suis désolée, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez écrire plutôt la question? Non, on n'entend vraiment pas bien. Eva, si tu peux faire, fais-lui signe par écran, peut-être qu'il te verra, parce que peut-être qu'il ne t'entend pas non plus. Oui, non, je pense que vous nous entendez, c'est juste qu'on vous entend très mal. Donc, si vous pouvez écrire plutôt la question dans le chat, ce serait parfait et on répondra, enfin, l'intervenant répondra. N'hésitez pas en fait à écrire directement vos questions. Il n'y a pas de souci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions aux intervenants ou à Climate Change? N'hésitez pas à prendre la parole directement. C'est notre dernier atelier virtuel aujourd'hui, donc on n'aura pas d'atelier avant un petit moment. Sinon, peut-être, est-ce que les intervenants qui étaient là aujourd'hui ont peut-être des réactions à faire, que ce soit à notre feuille de route qui a été présentée en début de la session par Tania ou à vos intervenants, enfin, si vous avez des réactions à faire par rapport aux autres interventions aussi, n'hésitez pas. Allô? J'ai cru entendre quelqu'un. On lève la main. Oui, bah, allez-y, Razak, si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup. J'ai quelques questions pour notre ami notre aîné du Cameroun et je félicite vraiment leur initiative. C'est vraiment un truc qui va beaucoup aider mon initiative ici au Togo à travailler avec l'ensemble des organisations des maires ici au Togo. Et en tout cas, bravo à vous et félicitations. Bon courage pour la suite. Et ma question est celle-ci. Vous avez parlé de conventions. Si ces conventions sont peut-être possibles de partage entre votre organisation société civile et les mairies, si c'est possible de partager, j'aimerais vraiment avoir cette convention-là, le contenu de cette convention. L'initiative peut être avec les maires ici au Togo qui sont en déploiement. Merci beaucoup. Bon. Allô? Vous me suivez? Oui, Bernard, allez-y. Voilà. Oui, on est là. Moi, je tiens déjà d'abord à vous à féliciter votre initiative. Elle est innovatrice et assez ambitieuse.
Déjà, vous dire qu'on peut facilement collaborer parce que nous avons un bureau au Togo, assuré par FDI, un bureau au Togo, donc on peut facilement. Voilà, on a un bureau, on est aussi au Togo. En fait, la petite expérience qu'on peut partager avec vous en matière de travail avec les collectivités territoriales, c'est qu'il faut aller du principe que ce sont des personnalités d'abord politiques. Ce sont des personnalités politiques, nonobstant qu'ils ont des entités, qui sont des entités qui ont des missions politiques, des missions économiques, des missions sociales. Mais leur engrenage en Afrique est beaucoup plus dominé par le volet politique. Donc, quand vous avez ça, quand vous avez cette science-là, ça vous permet de vous asseoir aussi à la réglementation en vigueur. Je prends un pays comme le nôtre et c'est réel et c'est valable pour vous au Togo. Si vous voulez travailler avec une collectivité territoriale, il faut qu'il y ait une convention qui vous lie à cette collectivité. Et il faut que l'élu qui vous signe cette convention ait une délibération, une autorisation de son conseil municipal. Donc, nous, le travail qu'on fait quand on travaille avec une commune, c'est d'abord aller vers le conseil et parler aux conseillers municipaux. À l'heure actuelle, nous avons plus de 50 conventions signées avec les communes et nous allons vous partager, ce ne sont pas des secrets, on va vous partager ces conventions. Et nous ne signons pas qu'avec les communes, nous signons avec les associations des communes. Vous avez par exemple comme au Bénin, l'association des communes à l'entrée du littoral qui est un partenaire pour les questions d'expérience par rapport aux villes côtières du Bénin. Allô? Allô, vous me suivez? Oui, il y a juste eu un petit bug, mais là, c'est bon. Donc, il y a cet échange d'expérience parce que nous, on a aussi notre échange d'expérience et d'expertise et avec les organisations aussi assises comme Climate Change, de comment faire, lorsque nous avons une initiative au niveau de Climate Change, comment relayer cette initiative au niveau des collectivités territoriales. On va vers eux, vers elles, pour qu'on puisse apporter notre modeste expertise à leur niveau. Nous sommes conscients d'une chose, parce que c'est aussi ça le problème. Nous partons du postulat que forcément, ils n'ont pas de ressources financières. Parce qu'en Afrique, la plupart des maires vont vous dire qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas tort. Mais sauf ce qu'ils oublient, c'est qu'ils peuvent créer et générer des ressources. Et c'est justement ça, comme les changements climatiques doivent devenir un atout de développement pour l'Afrique. Ça doit devenir une opportunité de développement pour nous, les pays africains. Et c'est là où on amène les maires à pouvoir s'y insérer. Nous avons, dans le cadre, il y a un projet où nous avons présenté au niveau de nos amis Climate Change qui regroupe 5 villes pour la mise en œuvre d'un méthaniseur. On va parler un peu des choses pour partager en offre. On va vous donner des contenus et tout ce qu'on peut apporter à votre niveau et vous rapprocher aussi de notre représentant là-bas. Merci. Mais je voulais, par rapport à notre ami du Sénégal qui est intervenu, j'avais une petite préoccupation pour lui. Je ne sais pas s'il est en ligne. Oui, je suis là. Voilà. Dans le cadre d'une initiative sur la valorisation des zones côtières avec Djilor, Djida et Mbam, avec la commune de Soum, nous nous sommes rendus compte qu'il y a toute une politique nationale vraiment bien assise et définie dans le cadre de la prévention de ces zones de la mangrove. Je voulais savoir, vous qui êtes au niveau de Dakar, qui subissez aussi ces mêmes phénomènes, votre planification, est-ce qu'elle a intégré tous ces aspects au niveau national? Je voulais savoir. Oui, oui. Donc, dans ce cadre-là, il y a la contribution déterminée au niveau national. Donc, il y a des enjeux qui sont localisés. À Dakar, on n'a pas la question de la mangrove, mais la question de la submersion marine. Et pourtant, le riz était comme ça devant moi le matin. J'avais mis la sauce avec la sauce dedans. Bon, si vous pouvez faire attention au micro, merci. Oui. Vous poursuivre. Oui. Oui, vous pouvez poursuivre, Abdoulaye. Oui, oui, je disais que c'est des enjeux qui sont localisés. Donc, ce que vous avez à Soum, c'est un peu dans cette région-là, mais au niveau de Dakar, on a beaucoup plus la question liée à l'avancée de la mer
à la subvention marine. Donc, c'est pris en compte aujourd'hui le littoral est une zone de convoitise qui amène même l'État du Sénégal à créer une entité de concertation qui est logée directement à la présidence de la République, tellement la question donc de cette littoral est présente. Donc, je pense que c'est ça, le portage politique est aujourd'hui de mise au niveau donc, de l'État national, de l'État central. Ok, merci pour la réponse à la question de Jean-Joël. On va vraiment juste prendre une dernière question. On va prendre celle de M. Assouma, qui n'avait pas réussi à le dire à l'oral, mais il vient de l'écrire dans le chat. Je me permets de le lire du coup tout fort et ce sera adressé à M. Silla et M. Pinga. La question est la suivante. Concernant la place de l'arbre dans nos villes, quelle dimension faut-il dans les lotissements pour que l'arbre ait de la place? Donc, comment garantir la place de l'arbre dans les villes? Et si je peux me permettre, je demanderais à ce que la réponse soit pas plus longue qu'1 minute, car on a déjà dépassé le temps et il va falloir conclure cette session aujourd'hui. Donc, il faut que l'arbre réinvestisse le milieu urbain. Donc, nous, dans le plan climat, on a imaginé à ce que les toitures des immeubles soient utilisées comme ce que notre collègue disait, celui qui a nommé, donc pour faire du micro-jardinage, mais également reverdir l'ensemble des grandes artères de la ville de Dakar. Et dans ce cadre-là, l'État également a créé une agence de reverdissement, donc de reboisement national, avec laquelle donc, la ville de Dakar travaille étroitement. Merci beaucoup. Et M. Belinga, si vous avez une courte réponse. C'est de mettre l'arbre au centre des préoccupations des politiques publiques. L'arbre doit d'abord commencer, ça doit commencer par au niveau de l'éducation à la base. Comme disait mon ami, je crois, du Sénégal, il faut dès la partie des écoles, à la base, là, c'est à partir des écoles, vous avez des plans de reboisement, doivent commencer par montrer à l'enfant l'importance de l'arbre, de l'eau préservée et de l'eau régénérée. Merci. Important. Ouais. Ok, bon, après cette courte session de questions-réponses, on va devoir terminer maintenant parce qu'on arrive à déjà 5 minutes plus tard que ce qui était originellement prévu. Mais vraiment, merci pour toutes vos questions, merci pour toutes les réponses fournies de la part des intervenants. Je pense qu'on a eu des échanges très riches aujourd'hui pour ce dernier atelier virtuel. Et on va vraiment faire un suivi, justement, s'il y a des questions qui n'ont pas pu être répondues. On va faire de notre mieux pour vous mettre en lien pour les personnes, pour que vous ayez vos réponses. Et oui, donc vraiment un grand merci à tous et à toutes. Ah oui, vu que cet atelier, c'est vraiment le dernier de ce cycle, je me permets de vous demander si ça ne vous dérange pas d'allumer vos caméras pour qu'on fasse une petite photo de groupe, chose qu'on ne fait pas habituellement, mais là on s'est dit c'est l'occasion parce qu'on a eu le plaisir de vous retrouver 2 fois par mois depuis, même plus, hein, depuis juillet 2020. Donc c'est vraiment le moment qu'on se retrouve tous une dernière fois. Si ça vous va, on va faire une petite photo. Je vais attendre encore une petite minute pour que tout le monde soit prêt. J'attends encore. Vous avez 5 secondes pour allumer votre caméra encore, pour prendre la décision. Allez, 1, 2, 3. Merci à tous. J'ai bien pris la photo. Merci également. Merci. J'arrive à la fin, je suis désolé. Voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Ah, bonjour. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Ah, oui, j'allais juste profiter pour vous donner quelques informations avant que vous partiez. Pour vous dire que du coup, l'appel à contribution pour la semaine de la mobilité durable et du climat qui aura lieu à Dakar du 13 au 17 septembre 2021 est toujours ouvert. Donc, si vous portez des initiatives, des bonnes pratiques ou des projets particulièrement réplicables et innovants, n'hésitez pas
à les partager avec nous, à les soumettre à cet appel à contribution. Ah, allô, Tania. Allô? Ah, oui, bonjour. Allô, Tania. Oui, Daniel, je vous entends. Oui, s'il te plaît, bonjour. Mais il aurait fallu que les noms soient lus des contributeurs, de ceux qui ont quand même déposé des projets déjà, qu'on sache que les projets sont à votre niveau, les projets vous sont parvenus. Mais oui, mais Daniel, on n'a pas encore clos on n'a pas encore clos l'appel à contribution. Il y a jusqu'au 15 juin. Donc, une fois qu'il sera clos, on dira qui est retenu. Oui. OK. Vous disiez que vous enverrez un lien à ceux qui auront postulé afin qu'ils reviennent sur leur projet, s'ils ont des modifications à faire, qu'ils les fassent. Mais depuis que j'ai envoyé mon projet, je n'ai pas de Daniel. retour. On va en parler en direct, Daniel. On va laisser les gens repartir. OK. Merci à tous. Mais ça marche. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. OK, merci. Merci. Voilà, et je profite aussi pour vous dire qu'on ne va pas tarder à vous envoyer plus d'infos sur la plateforme digitale. Au revoir. À bientôt mise en ligne. Merci à tous et à toutes. À très bientôt. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin. Au revoir. Merci. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez.